comment les dépôts bancaires, cotisations sociales et avantages sociaux des Français sont massivement volés par les banques avec la complicité absolue des politiques. Bon, alors vous voyez, donc tout de suite on sait où on va. Héloïse Benamou, bonjour. Bonjour, Vous êtes l'auteur de ce brûlot. tout à fait. Vous êtes comptable et alors comment êtes-vous arrivé à... Parce que c'est quand même rare les comptables qui écrivent des livres. D'habitude c'est plus des chiffres que vous écrivez. On analyse les chiffres, mais bon, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai eu à faire face à un certain nombre de problèmes s'agissant de l'activité de mes clients, notamment par rapport au RSI. Oui. Après la crise financière qu'il y avait eu en 2008, donc les conséquences ont commencé à se faire sentir à partir de 2010. Le RSI a commencé à demander des montants très importants À vos aux clients. clients. Oui. Donc j'ai commencé à m'interroger pour savoir pourquoi, et puis où allait l'argent, et puis à quoi ça servait, parce qu'on observait quand même un certain nombre de dysfonctionnements avec cet organisme-là. Donc le RSI, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le régime de sécurité sociale pour les indépendants. Donc c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas liées à l'entreprise par un contrat de travail et qui cotisent à un régime spécial, en dehors du régime général des salariés. Et ce régime-là, manifestement, présente un certain nombre de Déficience. c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Pierre a 56 ans. Ancien chef d'entreprise, il est aujourd'hui sans profession, sans protection sociale et sans compte bancaire. Une situation précaire causée par une erreur de l'URSSAF et du RSI. L'URSSAF me réclamait la bagatelle de 53 000 €. 53 000 € pour une entreprise qui n'a pas de salariés. 53 000 € en un an, je vois vraiment pas comment on peut faire ça. D'autant que j'avais déjà reçu un relevé d'URSSAF quelques mois auparavant qui m'indiquait qu'il y avait eu un trop perçu et que donc mes cotisations sur les 4 prochains trimestres étaient de 0. Toute la machine se met alors en marche sans qu'il ne puisse l'arrêter. Huissier, redressement judiciaire, puis liquidation de son entreprise. Une des difficultés principales en fait, à laquelle on est confronté face à ces organismes, c'est le dialogue de sourds. On a très souvent des adhérents qui ont adressé des courriers en recommandé, dans lesquels ils donnent les pièces qu'on leur réclame, et eux, parallèlement, continuent à recevoir des mises en demeure, des contraintes d'huissier. Avec un système informatique SNV2, totalement obsolète, incapable de calculer nos cotisations, dont des centaines de milliers d'appels de cotisations fausses, des cotisations même pas appelées, ou appelées à des gens qui n'étaient même plus dans le régime. Je ne vous dis pas le malaise. Alors, vous avez un exemple pratique qui vous a vraiment marqué et qui vous a fait dire que le RSI est en train d'asphyxier les professions, les indépendants, les commerçants? Oui, il y en a beaucoup. Il y a d'abord les saisies directement sur les comptes bancaires, les demandes de cotisation pour des montants totalement arbitraires. On a des clients qui arrivent à la retraite, on leur indique un montant au départ, donc ils vendent leur fonds de commerce et puis finalement ils se retrouvent à toucher que la moitié. On leur dit que c'est comme ça, sans plus d'explications forcément. Quand on fait des recours devant les tribunaux, c'est très long. Donc la plupart des personnes qui cotisent ne le font pas ou alors arrêtent en cours de route parce qu'après il faut faire appel, etc. Donc c'est des procédures qui sont longues. Oui, c'est pour gagner du temps. Donc il faut prendre des avocats, donc c'est des procédures qui sont lourdes, oui. Donc finalement, j'ai observé toutes ces sortes de phénomènes. Je me suis interrogée sur la manière dont fonctionnait le RSI. Et je me suis rendu compte qu'il s'agissait en fait d'un organisme de droit privé qui bénéficiait d'un monopole d'État. Alors le statut du RSI aujourd'hui reste toujours en question. On ne sait pas vraiment... Oui, c'est très flou, hein. C'est ce que vous dites dans votre livre, hein. Oui, C'est moins qu'on puisse dire d'ailleurs. Oui. Parce que les décrets qui ont créé le RSI indiquent qu'il s'agit d'une entreprise privée, mais on ne sait pas s'il s'agit d'une société, s'il s'agit d'une mutuelle ou d'une association. On ne sait pas vraiment comment est dirigé le RSI. Tout cet argent va quelque part, donc il est capté par le RSI ou d'autres organismes, mais ces organismes placent leur argent dans les banques. Et c'est vrai que c'est tellement évident enfin du moins, j'ai jamais fait attention à ça, et c'est grâce à votre livre que je m'en suis rendu compte. Vous pensez que le RSI est en faillite aujourd'hui, à la suite de ce qui s'est passé à Wall Street en 2008? Parce que vous-même, vous venez de nous le dire. Ils ont essuyé des pertes, oui, ça c'est sûr, par rapport à... Mais le RSI n'est pas le seul organisme dans ce cas-là, puisque le régime de sécurité sociale pour les salariés, donc les salariés cotisent à l'URSSAF, et après il y a une caisse spéciale qui s'occupe des placements qui s'appelle l'ACOS. L'ACOS émet quand même 20 milliards de placements par jour.
Donc c'est des montants qui sont très importants. Et suite à la crise de 2008, il y a des rapports de sénateurs qui ont indiqué qu'en 2010 aussi, à peu près la même période, il y avait quand même 50 milliards de pertes. Donc c'est des montants qui sont considérables. Donc pour le RSI, c'est pareil. Ouais. Après, ce qu'il y a d'embêtant pour le RSI, c'est que considérant que les comptes n'étaient pas certifiés, que le calcul des cotisations n'est pas plus légal, comment se fait-il que cet organisme-là ait le droit de faire des placements? Parce que normalement, il faut avoir un agrément pour pouvoir le faire. Oui. Et pour ça, il faut avoir une comptabilité qui est quand même un minimum probante et puis une gestion saine. C'est le problème que je soulève en tout cas dans mon livre et que je me pose des questions. Enfin, vous ne faites pas que poser des questions, parce qu'il y a quand même pas mal de réponses dans votre livre. D'ailleurs, c'est curieux, parce que l'un des premiers abonnés à votre fil Twitter, c'est le président du RSI. Tout à fait. Comment il s'appelle? Rappelez-vous son nom? Gérard Quevillon. Voilà, Gérard Quevillon. Voilà, on a Gérard Quevillon, dont les comptes n'étaient pas spécialement... Oui, parce qu'il se félicitait du fait que les comptes étaient certifiés, donc j'ai fait suivre l'information. Il n'a pas précisé que la Cour des comptes avait toujours des réserves sur le caractère probant des comptes du RSI, et puis c'est pas quelque chose d'extraordinaire d'avoir des comptes certifiés, c'est quelque chose qui en soi devrait être normal. Alors, vous avez retrouvé une interview très intéressante qu'avait donnée Gérard Quevillon sur RMC. Il y a cette question de Jean-Jacques Bourdin, il dit « Ça représente quoi le RSI sur les revenus d'un artisan ?» Alors, le patron du RSI répond, alors tranquille, hein, écoutez bien, ça représente à peu près 47%. C'est-à-dire, autrement dit, le RSI prend la moitié. La moitié des revenus. Non, mais c'est un peu complètement... plus d'ailleurs, oui. C'est un peu plus, combien? Parce qu'il faut rajouter 8% de ce qui avait déjà été payé l'année d'avant, CSG, CRDS pour... Alors, vous, en tant que comptable, donc, est-ce que vous voyez que les artisans, les indépendants, cotisent infiniment plus qu'un salarié standard d'une société, travaillant dans une société? Alors, ce qu'il y a, c'est que, bon, oui, d'une part, les montants sont très importants, et puis c'est très aléatoire. Compte tenu de la manière dont le RSI calcule les cotisations pour les indépendants, c'est très aléatoire. Parce que c'est calculé par rapport à des exercices d'activité antérieures, et qui font des régularisations après, donc ce qui rend la gestion en fait, pour les artisans, surtout en cas de crise comme on le vit maintenant, c'est assez lourd à supporter. Quand l'activité baisse et qu'on a des cotisations à payer qui sont évaluées sur des années précédentes... Combien d'années en arrière? Ça commence sur N-2. -2, d'accord. Donc autrement dit, par exemple, un artisan, un commerçant qui fonctionnait très bien, on va dire en 2008, hein, pour prendre une date bien précise. Et au hasard. Au hasard, voilà. Au hasard. Donc en 2010, voilà, en 2010, s'il est encore en activité, oui. Ouais, s'il est encore en activité, sinon donc il va se faire massacrer sur la base de son chiffre d'affaires de 2008. Tout à fait, oui. Et bonjour pour le régulariser ensuite, quoi, Voilà. C'est ça? Et donc après, ce qu'il y a, c'est que les indépendants ont un statut particulier, puisque comme ils sont très liés à leur activité professionnelle en termes au niveau juridique, après, on saisit leurs biens personnels aussi. Alors, vous avez des clients qui ont été saisis? Moi, personnellement, non. Mais ça arrive, je sais que ça arrive très souvent. On va clore le sujet du RSI, mais est-ce que les artisans qui n'ont pas un comptable, par exemple, pour les défendre, entre guillemets, face au RSI, sont plus en danger que ceux qui bénéficient de l'aide d'un comptable ou expert comptable? Le rôle du comptable, c'est de conseiller. Pour défendre devant les tribunaux, il faut un avocat. Mais le comptable peut conseiller. Et nous, ce qu'on conseille à nos clients qui sont vraiment en difficulté, alors il y a un dossier à remplir auprès du RSI pour bénéficier du fonds d'action sociale, ce qui leur permet, en fait, en fonction de leur situation, soit personnelle ou soit du secteur d'activité dans lequel ils sont, qui peut être en difficulté à cause de la politique qui est menée ou autre, d'avoir des réductions. On va dire de voir leur cotisation baisser, par exemple, d'un tiers. Après, c'est des dossiers qui sont évalués en interne. D'accord. Et il me semble que vous m'avez dit, il y avait une émission de télévision, une enquête télévisée qui a été faite sur les RSI. Je le restitue comme ça de mémoire. On entend un conseil le RSI ont des instructions pour accorder des réductions uniquement si le commerçant en bout menace de se suicider. On avait beaucoup de choses avec le RSI. Mais c'est invraisemblable, cette société. Alors, non, mais moi, ce qui est le plus dingue, c'est le communiqué de presse que vous avez repris du RSI, justement, qui se trouve dans votre livre, page 191, qui dit, justement, parce qu'ils sont très très embêtés au RSI, hein, la certification des comptes du RSI est dépendante de la levée d'une réserve portant sur les comptes de l'ACOS. Bon, alors... Franchement, moi, je suis journaliste depuis 30 ans, mais déjà, cette ligne, je n'ai pas compris ce que veut dire. Enfin, c'est volontairement... je répète, la certification des comptes du RSI est dépendante de la levée d'une réserve portant sur les comptes de l'ACOS. Autrement dit, pour certifier le compte de RSI, il faut que les comptes de l'ACOS soient vérifiés. Autrement dit, c'est par exemple pour vérifier vos impôts, il faut que les impôts de votre cousin soient vérifiés aussi, c'est ça, grosso modo, c'est ce qu'ils disent. Hein.
Oui, d'une certaine façon. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a quand même des liens entre le régime social des indépendants et le régime général, puisqu'il y a une partie des cotisations qui correspond à de la CSG, CRDS, c'est-à-dire pour le remboursement de la dette, Oui. de la dette sociale, le trou de la Sécu. Donc pour rembourser le trou de la Sécu, il y a une partie des prélèvements du RSI qui sont affectés au régime général, donc à la COS, et puis qui vont à la CADES. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine dépendance, parce que quand même les lois de financement de la sécurité sociale sont votées par le Parlement et que c'est basé sur des comptes du RSI qui sont peu probants en fait. Alors, il dit suite à la publication de la Cour des comptes le 9 octobre 2014 de son avis annuel sur les qualités comptables des administrations, le RSI, conformément à la loi, les comptes ne sont pas soumis à l'opinion de la Cour des comptes, mais à celle des commissaires aux comptes indépendants. Ah bon? Bref, en tout cas, on ne va pas s'étaler sur le RSI parce que franchement, ce qu'il mériterait purement, c'est une bombe nucléaire, je pense. Hein, ce serait pour les raser une fois pour deux. Vous savez qu'ils ont fait voter une loi pour empêcher les journalistes de critiquer le RSI. Hein, je résume. Oui, j'ai en mémoire quelque chose de similaire. On n'a pas le droit trop de parler. Et si on invite quelqu'un pour parler du RSI... Oui, mais alors, c'était voté spécifiquement pour Claude Reichmann, hein, qui justement est celui qui encourageait les professions libérales à se défaire, à ne plus payer ses cotisations au RSI, mais à trouver des assureurs indépendants, au nom justement de la loi européenne. Et ce qui est extraordinaire dans votre livre, on voit non seulement la complicité du gouvernement, c'est-à-dire d'un côté, il y a la marionnette, oui, machin, vos comptes ne sont pas certifiés, etc., mais ça ne les empêche pas de continuer. Personne n'a bougé. Non, et puis depuis la création du RSI en 2006, on a eu des gouvernements de droite et puis de gauche. Enfin, le système ne change pas. Vous pensez qu'ils ont vraiment l'argent dans les caisses pour payer les retraites de tous les gens qui ont cotisé? Moi, ce que je vois actuellement, en tout cas, par expérience, c'est que les retraites sont très faibles. Les montants qui sont indiqués aux personnes qui arrivent à la retraite, en absence de calcul, quoi. Donnez-nous un exemple concret. J'ai un client qui est arrivé à la retraite l'année dernière, il devait toucher à peu près 650 €. Quand il a été à sa caisse du RSI, on lui a dit qu'il aurait droit à 650 € à peu près. Et finalement, donc il a remis son fonds, et quand il a commencé à percevoir sa retraite, il a touché 300 €. D'accord. 650 €, c'est l'équivalent du RSA. Oui, bon, c'est pas ça qui permet de vivre. Non, mais je veux dire, c'est rien. C'est pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a cotisé, qui touche moins que le RSA quasiment. Oui, oui. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, comment expliquez-vous justement, enfin, quelle était l'explication donnée par le RSI à votre client, qui touche la moitié de la retraite prévue? Lorsqu'il était venu la première fois, quand on lui avait donné le montant de 600 €, ça n'avait pas de valeur contractuelle. Donc finalement, ça ne les engageait pas et qu'il lui donnerait 300 €. Ah oui, quand même. Tout à fait. Donc, ce qu'on vous a dit n'a pas de valeur contractuelle. Voilà. Et il a cotisé pendant combien d'années? Un peu plus d'une quinzaine d'années. 15 ans pour toucher 300 €. Voilà. Et il a cotisé combien en moyenne par mois? Par an, ça doit faire autour de 8 000 €, 9 000 €. D'accord, bah écoutez, voilà, bonne nouvelle donc à tous ceux qui ont cotisé au RSI, hein, bonne chance à vous. Voilà, je pense que vous avez surtout besoin d'une assurance sur la vie, hein, c'est plutôt c'est beaucoup plus simple. Et encore, c'est même pas sûr, on a vu la loi Sapin qui vient d'être votée, hein. Vous ne pourrez même plus retirer l'argent de votre assurance vie. Voilà, non mais c'est absolument terrifiant.